La pluie tambourinait contre les carreaux fêlés de la petite maison de la rue du Port-Vieux, et Élodie Moreau serrait ses bras autour de ses genoux, assise sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. À 24 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'un monde qui s'écroulait lentement. Dehors, les bateaux de pêche dansaient dans le port de Collioure, leurs mâts se balançant comme des doigts suppliants vers un ciel indifférent. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Élodie, la voix fragile de sa mère traversa le mur mince. « Peux-tu venir, ma chérie ?» Elle se leva en soupirant, lissant sa robe de coton usée. Dans la chambre adjacente, Marguerite Moreau gisait dans son lit, ses joues creuses témoignant des mois de maladie qui l'avaient rongée depuis la mort de son mari. Ses yeux, autrefois pétillants comme ceux de sa fille, avaient perdu leur éclat. « Maman, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» demanda Élodie, en s'asseyant au bord du lit, prenant la main décharnée de sa mère entre les siennes. Marguerite esquissa un sourire las. « Les factures sont arrivées ce matin. Monsieur Dubois est passé pour le loyer. » Sa voix se brisa. « Je ne sais plus quoi faire, ma petite. Ton père aurait su, lui. » Élodie sentit sa gorge se serrer. Depuis la disparition brutale de Jean-Luc Moreau dans ce terrible accident de bateau 6 mois plus tôt, leur monde s'était effondré. Les dettes s'accumulaient comme les nuages d'orage au-dessus de la Méditerranée. Son petit frère Lucas, âgé de 16 ans, travaillait déjà au marché aux poissons après les cours, mais cela ne suffisait pas. « Ne vous inquiétez pas, maman, je trouverai une solution. » Elle serra la main de sa mère avec une détermination qu'elle ne ressentait pas vraiment. Un coup ferme à la porte d'entrée les fit sursauter toutes les deux. Élodie fronça les sourcils. Qui pouvait bien venir par ce temps? « J'y vais, » murmura-t-elle, en se dirigeant vers l'entrée. Quand elle ouvrit la porte, elle découvrit un homme élégant d'une 50aine d'années, vêtu d'un long manteau de laine noire, malgré la saison. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés, et ses yeux perçants la scrutaient avec une intensité troublante. « Mademoiselle Moreau, je suis Antoine Dumas, j'étais un ami de votre père. » Le nom lui était familier. Papa parlait parfois de ce Dumas, un homme qui avait quitté Collioure des années auparavant pour faire fortune ailleurs. Mais que venait-il faire ici, maintenant? « Monsieur Dumas ?» Elle s'effaça pour le laisser entrer. « Papa nous parlait de vous, mais je sais que ma visite peut paraître inopportune, mais j'ai appris pour Jean-Luc, et pour votre situation actuelle. » Il s'arrêta dans le petit salon, son regard balayant les meubles dépareillés et les murs qui avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture. « J'ai une proposition à vous faire, une proposition qui pourrait changer le cours de votre vie. » Élodie sentit son cœur battre plus vite. Dans les contes de fées, c'était toujours à ce moment-là que la fée marraine apparaissait. Mais la vie n'était pas un conte de fées, et les propositions miraculeuses cachaient souvent un prix terrible. « De quel genre de proposition parlez-vous » demanda-t-elle prudemment. Monsieur Dumas posa sa mallette en cuir sur la table bancale et l'ouvrit avec un déclic sec. À l'intérieur, des documents soigneusement rangés et une enveloppe épaisse qui semblait contenir une somme importante. « Votre père m'avait un jour rendu un grand service, mademoiselle Moreau, un service qui avait changé ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais m'acquitter de ma dette. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je connais un homme fortuné qui cherche une épouse. Il est prêt à prendre soin de votre famille en échange. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Élodie recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Vous me proposez un mariage arrangé? Je vous propose une chance de sauver votre mère et votre frère. Cet homme, Henri Belrose, est un entrepreneur prospère. Il a les moyens de payer toutes vos dettes et d'assurer les soins médicaux dont votre mère a besoin. » Dumas sortit une photographie en noir et blanc de son dossier. « Il est, d'un âge mûr, très discret, assez solitaire. Mais c'est un homme honorable. » Élodie prit la photo d'une main tremblante. L'image était floue, prise de loin, montrant la silhouette d'un homme aux cheveux blancs, voûté par l'âge, s'appuyant sur une canne. « Vous me demandez d'épouser un inconnu, un vieil homme ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je vous demande de sauver votre famille, mademoiselle. » La voix de Dumas s'était faite plus douce. « Votre père aurait fait n'importe quoi pour vous protéger. Aujourd'hui, c'est à votre tour de les protéger.
Derrière elle, elle entendit un gémissement étouffé venant de la chambre de sa mère. Lucas ne tarderait pas à rentrer, les mains rougies par le froid et l'odeur de poisson, avec ses quelques euros gagnés au marché. Et demain, les créanciers reviendraient. « Combien de temps ai-je pour réfléchir ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « 48 heures. Monsieur Belrose est un homme très occupé. Si vous acceptez, le mariage civil aura lieu la semaine prochaine à Lyon. » Il referma sa mallette et se dirigea vers la porte. « Je reviendrai après-demain pour votre réponse. » Seule dans le silence de la maison, Élodie contempla la photographie de l'inconnu qui pourrait devenir son mari. Dehors, la pluie avait cessé, mais les nuages restaient menaçants au-dessus de la petite ville. Elle porta la photo à son cœur et ferma les yeux, sentant le poids du sacrifice qui l'attendait peut-être. Dans la chambre d'à côté, sa mère toussa doucement, et ce son fragile scella son destin. Élodie n'avait pas dormi de la nuit. Assise dans la cuisine exiguë, elle contemplait la photographie d'Henri Belrose, à la lueur tremblotante d'une bougie, qu'elle économisait pour éviter une facture d'électricité trop élevée. L'image granuleuse révélait si peu, un homme âgé, solitaire, dont les traits étaient à peine discernables dans l'ombre. « Tu ne peux pas faire ça, Élodie. » Lucas venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte, ses cheveux bruns ébouriffés par le sommeil. À 16 ans, il avait déjà le regard grave d'un adulte qui avait vu trop de choses. « Je ne te laisserai pas te sacrifier pour nous, Lucas. » Elle glissa la photo sous une pile de factures impayées. « Tu ne comprends pas. Maman a besoin de soins que nous ne pouvons pas nous permettre. Et toi, tu as encore 2 ans avant le baccalauréat. Je ne peux pas te laisser abandonner tes études. » Son frère s'assit en face d'elle, ses yeux noisettes, si semblables à ceux de leur père, brillants de colère et de désespoir. « Papa ne voudrait pas ça. Il nous a toujours dit que l'amour était la seule chose qui comptait vraiment dans la vie. » Élodie sentit sa gorge se serrer. Leur père avait effectivement dit cela, souvent, en parlant de leur mère, avec cette tendresse qui faisait briller ses yeux. Jean-Luc et Marguerite Moreau s'étaient aimés d'un amour profond et sincère, malgré leur pauvreté. Parfois, Lucas, aimer quelqu'un signifie faire des sacrifices pour son bonheur. Sa voix se brisa légèrement. « Papa aurait donné sa vie pour nous protéger. Aujourd'hui, c'est mon tour. » Un gémissement étouffé provenant de la chambre de leur mère interrompit leur conversation. Élodie se précipita, suivie de Lucas. Marguerite était prise d'une nouvelle quinte de toux, ses mains tremblantes portées à sa poitrine. « Maman ?» Élodie s'agenouilla près du lit, aidant sa mère à se redresser. « Ça va aller, respirez doucement. »« Mes enfants ?» murmura Marguerite, quand sa respiration se calma enfin. « Je vous entends chuchoter. Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Élodie échangea un regard avec Lucas. Ils n'avaient pas encore osé parler à leur mère de la proposition de M. Dumas. « Maman, hier un homme est venu nous voir, Antoine Dumas. Il prétend avoir connu papa. » Élodie prit la main de sa mère, cherchant ses mots. « Il nous a fait une proposition. » Marguerite fronça les sourcils. « Antoine Dumas. Mais bien sûr, ton père m'a souvent parlé de lui. Un garçon ambitieux qui avait quitté le village pour faire fortune. Que voulait-il » Le silence s'étira, lourd de non-dits. Finalement, Élodie prit une profonde inspiration. Il connaît un homme riche qui cherche une épouse. Cet homme serait prêt à s'occuper de nous financièrement en échange. Marguerite devint très pâle. Un mariage arrangé? Les dettes s'accumulent. Maman, les créanciers vont bientôt nous expulser et vous avez besoin de soins médicaux que nous ne pouvons pas nous permettre. Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. Je ne vois pas d'autre solution. Non. La voix de Marguerite, bien que faible, était ferme. Je ne laisserai pas ma fille se vendre pour mes soins. Je préfère mourir. Maman! Élodie et Lucas s'exclamèrent en chœur. Votre père et moi, nous nous sommes aimés, vraiment aimés. Marguerite serra la main de sa fille. Je ne peux pas supporter l'idée que tu renonces à ce bonheur à cause de moi. Le reste de la journée passa dans un lourd silence. Élodie erra dans les rues pavées de Collioure, le long du port où son père avait travaillé toute sa vie. Elle s'arrêta devant l'ancienne maison de pêcheurs où les Moreau avaient vécu des jours plus heureux, avant que les dettes ne les forcent à déménager dans leur logement actuel. Madame Rossi, leur voisine âgée, l'aperçut depuis sa fenêtre et l'invita à entrer pour un café. La vieille dame avait toujours eu un faible pour Élodie.
Tu as l'air préoccupée, ma petite. Madame Rossi versa le café fumant dans 2 tasses ébréchées. Les temps sont difficiles pour ta famille, je le sais. Madame Rossi, si vous aviez le choix entre sauver ceux que vous aimez et sacrifier votre propre bonheur, que feriez-vous? La vieille dame l'observa avec sagesse. Ma chérie, j'ai 75 ans. J'ai vécu une guerre, perdu un mari, élevé 3 enfants dans la pauvreté. Et si j'ai appris quelque chose, c'est que les sacrifices faits par amour ne sont jamais vraiment des sacrifices. Ils deviennent des cadeaux. Mais et si cette décision me détruisait? Alors ce ne serait pas vraiment de l'amour, ma petite, ce serait de la résignation. Madame Rossi posa sa main ridée sur celle d'Élodie. L'amour véritable trouve toujours un moyen de fleurir, même dans les circonstances les plus inattendues. Ce soir-là, Élodie était assise sur le petit balcon de leur maison, regardant les lumières du port scintiller dans l'obscurité. Lucas la rejoignit, tenant 2 tasses de tisane. « J'ai pris ma décision », dit-elle doucement. Son frère s'assit à côté d'elle, attendant. « Je vais accepter la proposition de Monsieur Dumas. » Elle leva la main pour l'empêcher de protester. « Mais à une condition. Tu continueras tes études, quoi qu'il arrive, et maman recevra les meilleurs soins possibles. » Élodie. « C'est ma décision, Lucas, et elle est prise. » Dans le silence de la nuit méditerranéenne, les 2 frères et sœurs restèrent côte à côte, contemplant un avenir incertain, mais unis par un amour familial inébranlable. 48 heures s'étaient écoulées, comme dans un rêve étrange. Élodie avait passé ces 2 jours à mémoriser chaque détail de sa maison, chaque sourire de Lucas, chaque souffle fragile de sa mère, comme si elle gravait ces moments dans son cœur avant de partir vers l'inconnu. Antoine Dumas arriva exactement à l'heure convenue, impeccable dans son costume sombre. Cette fois, il n'était pas seul. Un jeune homme élégant l'accompagnait, portant une mallette en cuir et une expression professionnelle. « Mademoiselle Moreau », salua Dumas en retirant son chapeau, « j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à ma proposition. Voici Maître Dubois, notaire à Lyon. Il s'occupera des aspects juridiques de l'arrangement. » Élodie se tenait droite dans l'embrasure de la porte, vêtue de sa plus belle robe, un ensemble bleu marine que sa mère avait cousu des années auparavant pour un mariage au village. Ses cheveux châtains étaient soigneusement tressés, et malgré sa pâleur, elle gardait une dignité qui força l'admiration du notaire. « J'accepte », dit-elle simplement, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. Derrière elle, elle entendit le soupir étouffé de Lucas, et le sanglot retenu de sa mère. « Excellent !» Dumas sourit, mais son expression restait professionnelle. « Maître Dubois va vous expliquer les termes du contrat. » Ils s'installèrent autour de la petite table du salon. Le notaire sortit plusieurs documents de sa mallette, les étalant avec précision. « Mademoiselle Moreau, ceci est un contrat de mariage avec clause financière spécifique. » Il ajusta ses lunettes. Monsieur Henri Bellerose s'engage à régler immédiatement toutes les dettes de votre famille, soit un montant de 32 000 €. Il financera également les soins médicaux de votre mère et assurera les études de votre frère jusqu'à l'obtention de son diplôme universitaire. Élodie sentit sa gorge se serrer. 32 000 €. Elle n'avait jamais imaginé que leur dette atteignait une somme si considérable. En contrepartie, continua le notaire, vous vous engagez à épouser Monsieur Bellerose dans les formes légales et à cohabiter en tant qu'épouse légitime. Que signifie exactement cohabiter? Demanda-t-elle, ses joues s'empourprant légèrement. Maître Dubois échangea un regard avec Dumas. Monsieur Bellerose est un homme discret et respectueux. Il ne vous demandera rien que vous ne soyez prête à donner. Cette union est avant tout un arrangement de convenance mutuelle. Et si je ne peux pas m'adapter à cette vie, le contrat prévoit une période d'adaptation de 6 mois. Passé ce délai, si l'une des parties souhaite rompre l'union, un divorce pourra être prononcé, mais les sommes versées ne seront pas remboursables. Le notaire la regarda avec bienveillance. Monsieur Bellerose comprend que cette situation est inhabituelle. Il ne souhaite pas vous forcer à quoi que ce soit. Le 1. Marguerite apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant contre le chambranle. Malgré sa faiblesse, elle voulait être présente pour ce moment crucial. « Monsieur Dumas »
dit-elle d'une voix tremblante, vous dites avoir connu mon mari. Pouvez-vous me jurer que cet homme, ce monsieur Belle-Rose, ne fera aucun mal à ma fille? Dumas se leva respectueusement. Madame Moreau, je vous donne ma parole d'honneur. Henri Belle-Rose est peut-être solitaire et particulier, mais c'est un homme de principe. Votre fille sera respectée et protégée. Élodie prit la plume que lui tendait le notaire. Sa main tremblait légèrement au-dessus des documents. Où habitera-t-elle? Demanda Lucas, brisant le silence tendu. Monsieur Belle-Rose possède plusieurs résidences. Dans un premier temps, elle séjournera dans sa propriété près de Lyon, le temps de s'habituer à sa nouvelle situation. Dumas consulta ses notes. Un château moderne, très confortable, avec du personnel de maison. Elle ne manquera de rien. Et quand aura lieu le mariage? Lundi prochain, dans l'intimité, comme le souhaite monsieur Belle-Rose. Dumas regarda Élodie. Vous aurez le week-end pour faire vos adieux et préparer vos affaires. Lundi, dans 5 jours seulement, elle serait l'épouse d'un inconnu. Élodie posa la plume sur le papier et signa d'une écriture appliquée. Élodie Marguerite Moreau. Bientôt, ce ne serait plus son nom. Parfait. Le notaire tamponna les documents. Voici un chèque pour les dettes les plus urgentes. Le reste des fonds sera viré sur un compte ouvert au nom de votre mère, pour les frais médicaux et l'éducation de votre frère. Il tendit à Marguerite une enveloppe épaisse. Madame, ceci devrait vous permettre de commencer immédiatement les soins dont vous avez besoin. Un médecin spécialiste viendra vous voir dès demain. Quand les 2 hommes furent partis, la famille resta silencieuse dans le salon. Le poids de ce qui venait de se passer s'installait lentement dans leur cœur. « Je suis désolé », murmura finalement Élodie. « Non, ma chérie. » Marguerite s'approcha et prit sa fille dans ses bras. « C'est moi qui suis désolé. Tu es si courageuse, si généreuse. Ton père serait fier de toi. » Lucas s'approcha et enlaça ses 2 femmes. « Nous resterons une famille, quoi qu'il arrive. Distance ou pas, tu resteras ma sœur. » Dans l'étreinte de ses proches, Élodie sentit une larme couler sur sa joue. Elle avait signé pour un avenir incertain, mais au moins, elle avait sauvé ceux qu'elle aimait le plus au monde. Dehors, le soleil couchant teignait la Méditerranée de reflets dorés, comme un présage d'espoir au milieu de l'incertitude. Le lundi matin se leva gris et brumeux sur Lyon. Élodie se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel, contemplant son reflet dans la robe blanche simple que M. Dumas avait fait livrer la veille. Le tissu de soie épousait délicatement ses formes, et bien que la robe fût magnifique, elle se sentait comme déguisée, comme si elle portait un costume pour jouer un rôle qu'elle ne comprenait pas encore. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, orné d'une petite broche en perles qui avait appartenu à sa grand-mère. C'était le seul élément personnel qu'elle portait en ce jour qui changerait sa vie à jamais. Un coup discret à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Moreau, la voiture vous attend. » La voix courtoise du chauffeur résonna dans le couloir. Élodie prit son petit sac à main, celui-là même qu'elle avait emprunté à sa mère pour les grandes occasions, et jeta un dernier regard à la chambre d'hôtel anonyme. Dans quelques heures, elle ne serait plus Élodie Moreau. Elle serait Madame Henri Belle-Rose, l'épouse d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. La limousine noire filait silencieusement dans les rues de Lyon. Élodie regardait défiler les façades haussmanniennes, les boutiques élégantes, les passants affairés qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes, inconscient du drame qui se jouait derrière les vitres teintées de la voiture. « Nous arrivons, madame », annonça le chauffeur en s'arrêtant devant un imposant bâtiment de pierre claire. La mairie du 6e arrondissement se dressait majestueusement, ses colonnes néoclassiques lui donnant un air solennel qui fit frémir Élodie. Dumas l'attendait au pied des marches, impeccable dans son costume anthracite. « Ma chère Élodie, vous êtes ravissante. » Il lui offrit son bras avec galanterie. « Monsieur Belle-Rose vous attend à l'intérieur avec Maître Dubois et les témoins. » Les témoins? Elle n'avait pas pensé à cet aspect pratique du mariage. Des employés de Monsieur Belle-Rose, des personnes discrètes et de confiance. Dumas la guida vers l'entrée. Tout a été organisé pour que cette cérémonie reste aussi intime que possible. Ils pénétrèrent dans le hall de marbre froid. Élodie sentit ses jambes flageoler légèrement. Dans quelques minutes, elle allait enfin voir l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser.
La salle des mariages était petite et élégante, ornée de boiseries claires et de quelques bouquets de roses blanches. Près des fenêtres donnant sur une cour intérieure, elle aperçut le notaire et 2 personnes qu'elle ne connaissait pas, probablement les témoins. Mais où était Henri Belle-Rose? Mademoiselle Moreau? Une voix masculine, légèrement étouffée, attira son attention. Elle se tourna et découvrit un homme assis dans l'ombre, près d'une colonne. Il portait un costume sombre, impeccablement coupé. Mais ce qui frappa Élodie immédiatement, c'était le masque médical blanc qui couvrait la moitié de son visage. Seuls ses yeux étaient visibles, des yeux d'un bleu profond, étonnamment vifs et intelligents. « Monsieur Belle-Rose !» Sa voix n'était qu'un murmure. Il se leva avec une élégance surprenante pour un homme que la photographie floue avait fait paraître voûté et âgé. Sa stature était en réalité celle d'un homme dans la force de l'âge, mais quelque chose dans sa posture suggérait une réserve, une distance volontaire. « Mademoiselle !» Il inclina légèrement la tête sans s'approcher davantage. « J'espère que le voyage depuis Collioure s'est bien passé. » Sa voix était cultée, teintée d'un léger accent qu'elle ne parvenait pas à identifier. Rien dans son ton ne trahissait l'âge avancé qu'elle avait imaginé. « Monsieur Belle-Rose souffre de problèmes respiratoires chroniques », expliqua discrètement Dumas à son oreille. « Le masque est une précaution médicale nécessaire. Il préfère également éviter l'exposition publique. » L'officier d'état civil, un homme bedonnant aux cheveux blancs, entra dans la salle en consultant sa montre. « Bien, nous pouvons commencer. Les époux et les témoins, veuillez vous approcher. » Ce qui suivit ressembla davantage à une transaction commerciale qu'à une cérémonie de mariage. L'officier récita les formules légales d'une voix monotone. Henri Belle-Rose répondit par des « oui » fermes, mais sans émotion, et Élodie entendit sa propre voix prononcer les mots qui la liaient à jamais à cet inconnu masqué. « Vous pouvez maintenant échanger les alliances. » Dumas tendit une petite boîte de velours noir à Henri, qui en sortit 2 anneaux d'or blanc, d'une simplicité élégante. Quand il prit la main d'Élodie pour glisser l'alliance à son annulaire, elle fut surprise par la douceur de sa peau et la fermeté de ses gestes. Ses mains n'étaient pas celles d'un vieil homme. À son tour, elle passa l'alliance aux doigts de son époux, remarquant ses mains soignées, sans trace du temps ou du labeur. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Un silence gêné s'installa. Henri Belle-Rose regarda Élodie un instant, puis inclina simplement la tête. « Je préfère m'abstenir pour des raisons médicales, » murmura-t-il. L'officier tamponna les registres, les témoins signèrent, et en moins de 20 minutes, Élodie Moreau était devenue Madame Henri Belle-Rose. « Félicitations !» dit sèchement l'officier. « Vous êtes maintenant unis par les liens du mariage. » Unis. Le mot résonna étrangement dans l'esprit d'Élodie. Elle ne se sentait pas unie à cet homme mystérieux qui gardait ses distances, caché derrière son masque et ses manières courtoises mais froides. À la sortie de la mairie, Henri Belle-Rose se tourna vers elle. « Madame Belle-Rose », le nom sonnait si étrange dans sa bouche. « Une voiture vous conduira à votre nouvelle résidence. J'ai quelques affaires urgentes à régler, mais nous nous reverrons bientôt. » Sans attendre de réponse, il monta dans une berline noire aux vitres teintées qui démarra aussitôt. Élodie resta plantée sur les marches de la mairie, son bouquet de roses blanches à la main, regardant disparaître l'homme qu'elle venait d'épouser et qu'elle ne connaissait toujours pas. « Ne vous inquiétez pas, ma chère, » dit Dumas en lui touchant l'épaule. « Henri a ses particularités, mais vous verrez, tout ira bien. » Particularité. C'était un euphémisme qui ne rassurait guère la jeune mariée, alors qu'elle montait à son tour dans une voiture, direction un château inconnu où l'attendait une vie dont elle ne savait rien. La voiture serpentait à travers les collines verdoyantes des environs de Lyon, s'éloignant progressivement de l'agitation urbaine. Élodie contemplait le paysage qui défilait derrière la vitre, ses pensées encore embrouillées par les événements de la matinée. L'alliance d'or blanc à son doigt lui semblait peser 1000 kilos, rappel constant de la réalité de sa nouvelle situation. Après 1 heure de route, le véhicule s'engagea dans une allée privée bordée de chênes centenaires. Au bout du chemin se dressait une demeure qui coupa le souffle à Élodie.
Ce n'était pas le château moyenâgeux qu'elle avait imaginé, mais une magnifique propriété contemporaine aux lignes épurées, mélange harmonieux de pierre claire et de verre, parfaitement intégré dans son écrin de verdure. « Nous voici arrivés, madame », annonça respectueusement le chauffeur. Élodie descendit de la voiture, encore éblouie par la beauté des lieux. Des jardins paysagers s'étendaient à perte de vue, ponctués de sculptures modernes et de bassins où dansaient des nénuphars. L'ensemble respirait un luxe discret mais indéniable. Une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue d'un tailleur gris-perle, s'approcha d'elle avec un sourire bienveillant. « Madame Belle-Rose, je présume. Je suis Margot Durand, la gouvernante de la propriété. Monsieur m'a chargé de veiller à votre installation et à votre confort. Enchantée, Madame Durand. » Élodie lui rendit son sourire, reconnaissante de trouver enfin un visage amical dans cette journée surréaliste. « Permettez-moi de vous faire visiter votre nouvelle demeure. » Margot la guida vers l'entrée principale. « Monsieur Henry a insisté pour que vous vous sentiez parfaitement à l'aise ici. » L'intérieur du château était à couper le souffle. Les espaces ouverts baignaient dans une lumière naturelle qui filtrait à travers d'immenses baies vitrées. Le mobilier, résolument moderne, s'harmonisait parfaitement avec quelques pièces d'art contemporain soigneusement choisies. Tout respirait le raffinement et le goût sûr. Le salon principal, présenta Margot, en désignant un vaste espace où des canapés ivoire faisaient face à une cheminée design. La salle à manger peut accueillir 12 convives, bien que monsieur préfère généralement l'intimité. Elles traversèrent une cuisine ultramoderne équipée des derniers appareils électroménagers, puis un bureau aux murs tapissés de livres reliés cuir. « Monsieur Henry passe beaucoup de temps dans cette pièce », expliqua la gouvernante. « Il travaille énormément. Vous remarquerez qu'il a fait installer une ligne téléphonique séparée pour vous, ainsi qu'un ordinateur si vous souhaitez rester en contact avec votre famille. » Élodie sentit sa gorge se serrer à la mention de sa famille. Sa mère et Lucas lui semblaient si loin déjà. « Voici votre appartement privé », annonça Margot en ouvrant une porte au premier étage. Élodie pénétra dans une suite spacieuse, décorée dans des tons de bleu et de blanc, qui lui rappelèrent immédiatement la Méditerranée de son enfance. Un grand lit à baldaquin trônait au centre de la chambre, face à une terrasse privée qui donnait sur les jardins. Une salle de bain attenante, tout en marbre et dorure discrète, complétait l'ensemble. « C'est magnifique », murmura-t-elle, encore sous le charme. Monsieur Henry a personnellement supervisé la décoration. Il souhaitait que vous vous sentiez chez vous. Margot ouvrit les volets de la terrasse, laissant entrer l'air parfumé du jardin. Il m'a dit que vous veniez du bord de mer. J'espère que ces couleurs vous rappelleront votre région natale. Cette attention inattendue toucha Élodie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Cet homme mystérieux qu'elle avait épousé avait donc pensé à son bien-être. « Où loge Monsieur Belle-Rose » demanda-t-elle avec hésitation. « L'aile ouest de la propriété lui est entièrement dédiée. Vous avez chacun votre intimité, comme il l'a expressément souhaité. » Margot la regarda avec compassion. « Je sais que cette situation doit vous paraître particulière, mais Monsieur Henry est un homme bon, même s'il peut sembler distant au premier abord. Depuis combien de temps travaillez-vous pour lui? 5 ans maintenant. Je l'ai vu traverser des épreuves difficiles. Il n'a pas toujours été aussi solitaire. » Un voile de tristesse passa dans les yeux de la gouvernante. « Mais ce n'est pas à moi de vous raconter son histoire. J'espère simplement que votre présence lui apportera un peu de lumière. » Le reste de l'après-midi passa en découverte. Margot lui présenta le personnel. Un jardinier discret, une femme de ménage souriante, un cuisinier qui se proposait de lui préparer tous les plats qu'elle désirait. Tous semblaient sincèrement ravis de l'accueillir et parlaient de leur employeur avec un respect teinté d'affection. « Monsieur Henry rentre généralement tard le soir », expliqua Margot au moment du dîner qu'elles partagèrent dans une petite salle à manger intime. « Il voyage beaucoup pour ses affaires, mais il m'a demandé de vous dire qu'il souhaitait faire votre connaissance dans de meilleures conditions très bientôt. » « Que fait-il exactement ?» Élodie n'avait osé poser la question plus tôt. « Il dirige une entreprise de cosmétiques, une affaire florissante à ce qu'il paraît, mais il est très discret sur ses activités professionnelles. »
Ce soir-là, seule dans sa magnifique chambre, Élodie contempla les étoiles depuis sa terrasse. Le luxe qui l'entourait lui semblait irréel après des mois de privation. Elle pensait à sa mère, qui devait à cette heure même consulter le médecin spécialiste grâce au fonds d'Henri Belle-Rose. Elle pensait à Lucas, qui pourrait maintenant continuer ses études sans avoir à travailler au marché aux poissons. Le sacrifice en valait-il la peine? Dans cette cage dorée, elle commençait à se poser la question avec une acuité douloureuse. Un bruit sourd venant du jardin attira son attention. Une silhouette masculine marchait dans l'allée éclairée par les lampadaires, se dirigeant vers l'aile ouest de la propriété. Henri Belle-Rose était-il enfin de retour? Élodie plissa les yeux, tentant de distinguer les traits de l'homme dans la pénombre. De loin, sa démarche lui semblait étonnamment assurée pour quelqu'un qui s'appuyait sur une canne quelques heures plus tôt. Mais la distance et l'obscurité l'empêchaient de voir clairement. L'homme disparut dans l'ombre de la propriété, la laissant seule avec ses interrogations grandissantes sur l'identité réelle de celui qu'elle avait épousé. Les premiers jours dans le château passèrent comme dans un étrange rêve éveillé. Élodie explorait les moindres recoins de sa nouvelle demeure, découvrant chaque jour de nouvelles merveilles. Une bibliothèque aux volumes rares, une serre tropicale où s'épanouissaient des orchidées exotiques, une piscine intérieure dont l'eau turquoise reflétait la lumière du soleil couchant. Pourtant, malgré tout ce luxe, un sentiment de solitude pesait sur ses épaules. Henri Belle-Rose demeurait invisible, fantôme insaisissable de sa propre demeure. Parfois, Élodie trouvait des traces de sa présence. Une tasse de café, encore tiède, abandonnée dans le bureau, des documents éparpillés sur la table de travail, l'odeur discrète d'un parfum masculin dans les couloirs. « Monsieur Henri préfère travailler la nuit », lui avait expliqué Margot, avec un sourire qui cachait mal son embarras. « Il a toujours eu des horaires particuliers. Il ne voudrait surtout pas vous déranger dans votre adaptation. » Ce matin-là, une semaine après son arrivée, Élodie décida d'explorer les jardins plus en profondeur. Elle déambulait entre les massifs de rosiers quand elle tomba sur un petit pavillon de verre dissimulé derrière un bosquet de bambous. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un atelier d'artiste parfaitement équipé, chevalet, toile vierge, tubes de peinture soigneusement rangés par couleur. Vous avez trouvé son refuge secret. Élodie sursauta et se retourna pour découvrir Margot qui l'observait avec un sourire attendri. « Monsieur Henri peint ?» demanda-t-elle surprise. « C'est sa passion. Il y passe des heures, surtout quand quelque chose le préoccupe. » La gouvernante s'approcha d'une toile posée sur un chevalet recouverte d'un drap blanc. Il ne montre jamais ses œuvres à personne. C'est son jardin secret. Élodie brûlait d'envie de soulever le drap, mais quelque chose la retint. Cet homme mystérieux avait le droit à son intimité, même si elle était désormais son épouse. « Margot, puis-je vous poser une question indiscrète ?»« Bien sûr, madame. Pourquoi Monsieur Belle-Rose a-t-il souhaité se marier? Et pourquoi moi ?» Les mots sortirent d'un trait, libérant une anxiété qu'elle contenait depuis des jours. La gouvernante soupira, cherchant visiblement ses mots. « Monsieur Henri a vécu des déceptions, des personnes qui l'ont trahi, qui n'aimaient que sa fortune. Il s'est fermé progressivement, refusant tout contact social. » Elle regarda Élodie avec compassion. « Quand Monsieur Dumas lui a parlé de votre situation, de votre sacrifice pour sauver votre famille, je crois qu'il a été touché par votre générosité. Il cherchait quelqu'un de sincère, quelqu'un qui ne serait pas là par intérêt. »« Mais je suis là par intérêt ?» s'exclama Élodie. « Pour l'argent qu'il a donné à ma famille. »« Non, madame, vous êtes là par amour. Par amour pour votre mère et votre frère. C'est très différent. » Margot posa une main maternelle sur son épaule. « Monsieur Henri fait la différence entre l'avarice et l'amour filial. » Cette conversation laissa Élodie pensive. Elle commençait à entrevoir la complexité de l'homme qu'elle avait épousé, mais les zones d'ombre demeuraient nombreuses. Le soir même, elle reçut un appel de Lucas. Entendre la voix de son frère lui fit chaud au cœur. Élodie, maman va beaucoup mieux. Le médecin dit que le traitement fonctionne à merveille. Elle a repris des couleurs et même un peu de poids. L'enthousiasme de Lucas était contagieux. Et j'ai de bonnes nouvelles pour mes études aussi.
Le lycée m'a proposé une bourse d'excellence grâce aux recommandations que ton mari a fournies. Des recommandations? Apparemment, M. Belrose connaît des gens influents dans l'éducation. Il a fait jouer ses relations pour m'aider. Lucas marqua une pause. Dis-moi, Élodie, comment ça se passe avec lui? Tu as l'air différente. Comment expliquer qu'elle vivait avec un fantôme? Qu'elle était mariée à un homme qu'elle n'avait vu qu'une fois masqué et qui semblait l'éviter soigneusement? C'est compliqué, Lucas, mais ne t'inquiète pas pour moi. L'important, c'est que maman aille mieux et que tu puisses continuer tes études. Tu me manques, grande sœur. Oh, toi aussi, mon petit frère. Après avoir raccroché, Élodie se sentit partagée entre le soulagement de savoir sa famille en sécurité et une mélancolie grandissante. Elle était heureuse pour eux, mais que lui réservait l'avenir dans cette cage dorée? Cette nuit-là, incapable de dormir, elle sortit sur sa terrasse pour prendre l'air. La lune pleine baignait les jardins d'une lumière argentée, créant un paysage féerique. C'est alors qu'elle aperçut de la lumière dans l'atelier de peinture. Quelqu'un s'y trouvait. Poussée par une curiosité irrésistible, Élodie descendit discrètement dans le jardin et s'approcha du pavillon de verre. À travers les parois transparentes, elle distingua une silhouette masculine penchée sur une toile, pinceau à la main. L'homme était grand, élancé, et ses gestes avaient une grâce naturelle qui contrastait avec l'image du vieillard voûté qu'elle avait imaginé. Ses cheveux, d'un châtain doré sous la lumière artificielle, étaient plus longs que ne le suggérait la photographie floue que lui avait montrée Dumas. Élodie retint son souffle. Ce ne pouvait pas être Henri Belrose. Et pourtant, qui d'autre aurait accès à cet atelier privé au cœur de la nuit? L'homme se redressa soudain, comme s'il avait senti une présence. Élodie se figea, craignant d'être découverte. Dans la lumière dorée de l'atelier, elle entrevit un profil aristocratique, une mâchoire ferme et surtout l'absence totale du masque médical qu'avait porté son époux lors de leur mariage. Paniquée à l'idée d'être surprise en train d'espionner, elle recula précipitamment et trébucha sur une racine. Le bruit de sa chute résonna dans le silence de la nuit. La lumière de l'atelier s'éteignit instantanément. Élodie se releva tant bien que mal et regagna sa chambre en courant, le cœur battant à tout rompre. Qui était cet homme? Était-ce vraiment Henri Belrose? Et si oui, pourquoi lui cachait-il sa véritable apparence? Allongée dans son lit, elle fixa le plafond jusqu'à l'aube, retournant 1000 questions dans sa tête. Une certitude grandissait en elle. Son mari lui mentait sur bien plus de choses qu'elle ne l'avait imaginé. Et elle était bien décidée à découvrir la vérité. Les jours suivants furent un supplice pour Élodie. Elle scrutait chaque ombre, chaque mouvement dans la propriété, espérant apercevoir à nouveau l'homme mystérieux de l'atelier. Mais le pavillon de verre restait désespérément vide, comme si cette vision nocturne n'avait été qu'un rêve. Margot remarqua son agitation croissante. « Vous semblez préoccupée, madame. Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Margot ?» commença Élodie en hésitant. « L'autre soir, j'ai cru voir quelqu'un dans l'atelier de peinture. Était-ce Monsieur Henri, sans doute. Il lui arrive de peindre très tard. » La gouvernante évita son regard. « Il préfère les heures où tout le monde dort. Plus de tranquillité. » Mais l'homme que j'ai aperçu ne ressemblait pas à... Élodie s'interrompit, cherchant ses mots. Il paraissait plus jeune que ce que je m'attendais. Un voile d'embarras passa sur le visage de Margot. « La lumière peut jouer des tours, madame. Et puis, vous ne l'avez vu qu'une fois, lors de votre mariage, dans des circonstances particulières. » Cette réponse évasive ne fit qu'alimenter les soupçons d'Élodie. Quelque chose clochait dans cette histoire, et elle était déterminée à découvrir quoi. Le vendredi soir, une violente tempête s'abattit sur la région. Les éclairs zébraient le ciel noir, et le tonnerre grondait au-dessus de la propriété. Élodie, qui n'avait jamais aimé les orages, se pelotonna dans son lit avec un livre, tentant de se distraire du vacarme extérieur. Vers minuit, un bruit sourd résonna dans la maison, suivi d'un juron étouffé. Intriguée et inquiète, Élodie enfila sa robe de chambre et sortit de sa suite. Les couloirs étaient plongés dans la pénombre, éclairés seulement par les éclairs intermittents. Elle descendit prudemment l'escalier principal, guidée par une lueur qui filtrait sous la porte du bureau. Des voix murmurées lui parvenaient.
trop indistincte pour qu'elle puisse en saisir le sens. « Monsieur, vous ne pouvez pas continuer ainsi », disait une voix qu'elle reconnut comme celle de Margot. « Cette situation devient intenable. »« Je n'ai pas le choix, » répondit une voix masculine, claire et ferme. « Si elle découvre la vérité maintenant... » Élodie retint son souffle. Cette voix ne correspondait en rien à celle, plus grave et fatiguée, qu'elle avait entendue lors de son mariage. Elle finira par s'en apercevoir, et quand cela arrivera, elle se sentira trahie. Margot semblait plaider une cause désespérée. « Vous devriez lui dire qui vous êtes vraiment. »« Non, pas encore. J'ai besoin de temps pour être sûr de ses sentiments. » Un éclair particulièrement violent illumina soudain le couloir, révélant la présence d'Élodie. Dans le reflet de la vitre, elle aperçut son propre visage livide et comprit qu'elle était visible depuis le bureau. La conversation s'interrompit brutalement. « Il y a quelqu'un » murmura la voix masculine. Élodie paniqua. Elle ne pouvait plus reculer sans se faire entendre, et elle ne pouvait pas rester là. Dans un élan de courage désespéré, elle poussa la porte du bureau. La scène qui s'offrit à elle la laissa sans voix. Margot se tenait près de la cheminée, l'air coupable. Et face à elle, assis derrière le bureau massif, se trouvait un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était jeune, probablement autour de 32 ans, d'une beauté saisissante avec ses cheveux châtains dorés et ses yeux d'un bleu profond, qu'il observait avec un mélange de surprise et d'appréhension. Aucune trace de l'âge que suggérait la photographie de Dumas, aucun masque médical. Juste un homme dans la force de l'âge, au visage fin et intelligent. « Qui êtes-vous » balbutia Élodie, bien qu'une part d'elle-même commençât déjà à deviner la réponse. L'homme se leva lentement, sa grande silhouette se découpant contre les flammes de la cheminée. Il portait une chemise blanche, dont les manches étaient remontées, révélant des avant-bras musclés. Tout en lui respirait la jeunesse et la vitalité. « Élodie, » dit-il d'une voix douce, presque suppliante, « je peux tout expliquer. »« Vous n'êtes pas Henri Belle-Rose, » affirma-t-elle, sa voix tremblant de colère naissante. « L'homme que j'ai épousé était âgé, malade, il portait un masque. »« Si, » l'interrompit-il en s'avançant vers elle, « je suis Henri Belle-Rose. » Élodie recula d'un pas, sentant la trahison l'envahir comme un poison. « Menteur, vous vous moquez de moi. »« Non, Élodie, écoutez-moi. » Il tendit les mains vers elle dans un geste d'apaisement. « Lors de notre mariage, je portais effectivement un masque, et j'ai altéré mon apparence. »« Altéré ?» Elle le dévisagea avec incrédulité. « Comment ça, altéré ?» Henri, car c'était bien lui, elle commençait à le réaliser avec horreur, passa une main dans ses cheveux. « J'ai pris des années, volontairement. Maquillage, perruque, posture voûtée. Je voulais que vous me voyiez comme un vieil homme. Mais pourquoi ?» Le mot sortit comme un cri de douleur. « Parce que... » il hésita, cherchant ses mots. « Parce que je voulais être certain que vous m'épouseriez pour les bonnes raisons, pas pour mon apparence ou ma jeunesse, pas par attraction physique qui aurait pu masquer d'autres motivations. » Élodie sentit ses jambes flageoler. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, tentant de digérer cette révélation stupéfiante. « Vous m'avez menti. Depuis le début, vous m'avez menti. » Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. « J'ai accepté de sacrifier ma vie pour un vieil homme solitaire. J'étais prête à renoncer à l'amour, à la jeunesse, à tout. Et vous, j'avais mes raisons, » plaida-t-il, ses yeux bleus suppliant sa compréhension. J'ai été trahi trop souvent par des femmes qui ne voyaient en moi que ma fortune et mon statut social. Je voulais quelqu'un de sincère, quelqu'un que vous pourriez manipuler, explosa Élodie. Quelqu'un d'assez désespéré pour accepter n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça du tout. Henri fit un pas vers elle, mais elle recula aussitôt. Ne m'approchez pas. Ses yeux lançaient des éclairs. Je veux que ce mariage soit annulé. Immédiatement. Élodie, s'il vous plaît. Je ne veux plus jamais vous voir. Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte. Plus jamais. Votre famille, cria-t-il désespérément. Et votre mère? Et les études de Lucas? Elle s'arrêta net sur le seuil, la main sur la poignée. Vous n'oseriez pas. Je ne retirerai pas mon aide à votre famille, dit-il doucement. Jamais.
quoi que vous décidiez. Mais donnez-moi une chance de m'expliquer, une seule chance. Élodie se retourna lentement, ses yeux embués de larmes rencontrant le regard implorant de cet homme qui était à la fois son mari et un parfait inconnu. Une chance, sa voix se brisa. Vous avez eu toutes les chances du monde de me dire la vérité, et vous avez choisi le mensonge. Sur ces mots, elle quitta le bureau, laissant Henri seul avec le poids de sa tromperie et l'écho de sa propre trahison. Élodie passa la nuit à faire les 100 pas dans sa chambre, l'esprit en ébullition. Chaque détail des dernières semaines prenait soudain un sens nouveau et troublant. La démarche assurée qu'elle avait entrevue dans les jardins, les mains jeunes et soignées lors de l'échange des alliances, la voix qui ne correspondait pas tout à fait, tous les indices étaient là, mais elle avait été trop bouleversée pour les voir. Au petit matin, épuisée par cette nuit blanche, elle descendit prendre son petit déjeuner dans la salle à manger. Margot l'y attendait, l'air soucieux et repentant. « Madame, je dois vous présenter mes excuses. » La gouvernante se tordait les mains, nerveusement. « J'aurais dû vous dire la vérité plus tôt. »« Depuis quand le savez-vous » demanda Élodie d'une voix lasse en s'asseyant à la table. « Depuis le début. » Margot baissa les yeux. « Monsieur Henri m'avait fait promettre de garder le secret. Il pensait que c'était pour le mieux. » « Pour le mieux ?» Élodie laissa échapper un rire amer. « Margot, cet homme m'a épousée sous une fausse identité. Il m'a fait croire que je me sacrifiais pour un vieillard malade, alors qu'en réalité, c'est un homme jeune, brillant et profondément blessé par la vie. » Margot s'assit en face d'elle. « Madame, puis-je vous raconter son histoire? Peut-être comprendrez-vous alors pourquoi il a agi ainsi. » Élodie hésita. Une part d'elle voulait claquer la porte et ne plus jamais entendre parler d'Henri Belle-Rose. Mais une autre part, plus curieuse, brûlait de connaître la vérité. « Je vous écoute, » dit-elle finalement. Margot prit une profonde inspiration. Henri Belle-Rose a hérité de l'empire familial à 25 ans, quand ses parents sont morts dans un accident d'avion. Maison Belle-Rose, l'entreprise de cosmétiques, était déjà une multinationale prospère. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la tête d'une fortune considérable. Et alors, il était jeune, idéaliste et amoureux. Il était fiancé à une femme de la haute société lyonnaise, Camille de Montclair, une beauté éblouissante, admirée de tous. Le visage de Margot se durcit, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle le trompait avec son meilleur ami depuis des mois. Elle n'avait accepté ses fiançailles que pour sa fortune. Élodie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Quand cela s'est-il passé? Il y a 3 ans. La trahison l'a détruit. Il s'est enfermé, a refusé toute relation amoureuse, a développé une méfiance maladive envers toute femme qui s'approchait de lui. Margot regarda Élodie avec compassion. Depuis, il teste chaque personne qui entre dans sa vie. Il ne supporte plus l'idée qu'on puisse l'aimer pour autre chose que lui-même. Mais enfin, Margot, il ne me connaissait même pas. Comment pouvait-il savoir si j'étais sincère ou non? Votre père avait écrit une lettre à Monsieur Dumas avant sa mort. Une lettre où il parlait de vous, de votre générosité, de votre sens du sacrifice pour votre famille. Margot sortit une enveloppe jaunie de son tablier. Monsieur Henri l'a lue. C'est ce qui l'a convaincu de vous rencontrer, enfin, de vous épouser. Élodie prit la lettre d'une main tremblante et reconnut immédiatement l'écriture de son père. Ses yeux se remplirent de larmes en lisant les mots tendres que Jean-Luc Moreau avait consacrés à sa fille aînée, la décrivant comme une jeune femme au cœur pur, capable de tout sacrifier pour ceux qu'elle aime. « Il cherchait quelqu'un comme vous, » murmura Margot, « quelqu'un qui l'aimerait pour lui-même, pas pour sa fortune ou son apparence. » En se déguisant en vieil homme, il pensait éliminer ces facteurs. « Mais il a oublié un détail, » dit Élodie en repliant la lettre. « Je ne l'aime pas du tout. Comment pourrait-il en être autrement? Je ne le connais pas. Détrompez-vous, madame. » Margot sourit tristement. « Vous le connaissez mieux que vous ne le pensez. Tout ce qu'il a fait pour votre installation, les couleurs de votre chambre qui rappellent la Méditerranée, l'attention portée aux études de votre frère, les meilleurs médecins pour votre mère, tout cela, c'est Henri, le vrai Henri, généreux, attentionné, perfectionniste. » Un silence s'installa entre les deux femmes. Élodie digérait ces révélations,
tiraillé entre la compréhension et la colère persistante. « Où est-il maintenant » demanda-t-elle finalement. « Dans son bureau. Il n'a pas dormi de la nuit. Il attend. Il espère que vous accepterez de lui parler. » Élodie se leva brusquement. « Eh bien, il va être servi. J'ai effectivement des choses à lui dire. » Elle traversa la maison d'un pas déterminé et frappa à la porte du bureau. « Entrez !» dit la voix familière. Henri était assis derrière son bureau, encore vêtu des mêmes vêtements que la veille. Ses cheveux étaient ébouriffés et des cernes soulignaient ses yeux bleus. Il leva vers elle un regard plein d'espoir et d'appréhension. « Élodie, taisez-vous !» Elle s'avança vers lui, droite et déterminée. « J'ai quelque chose à vous dire, et vous allez m'écouter jusqu'au bout. » Il hocha la tête, n'osant l'interrompre. « Votre méthode est détestable. Vous m'avez menti, manipulé, trompé. Vous m'avez épousé sous une fausse identité, ce qui fait de notre mariage une escroquerie. » Sa voix tremblait de colère contenue. « Mais le pire, c'est que vous avez décidé de qui j'étais sans me connaître. Vous avez lu une lettre de mon père et vous avez cru tout savoir sur moi. » Henri ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main. « Je ne suis pas terminé. » Elle planta ses yeux dans les siens. « Vous vouliez savoir si je pouvais vous aimer pour vous-même. Eh bien, voici votre réponse. Comment pourrais-je aimer quelqu'un qui commence une relation par le mensonge? Comment pourrais-je faire confiance à un homme qui me manipule dès le premier jour ?» Les mots tombèrent comme des coups de poignard. Henri pâlit, réalisant enfin l'ampleur de son erreur. « Vous avez détruit toute possibilité d'amour entre nous avant même qu'elle puisse naître, » conclut Élodie. « Félicitations, monsieur Belle-Rose. Votre plan était parfait. » Et sur ces mots cinglants, elle quitta le bureau, laissant Henri seul face aux conséquences de ses actes. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence pesant qui s'abattit sur le château. Élodie évitait soigneusement les espaces communs aux heures où Henri était susceptible de s'y trouver. Elle prenait ses repas dans sa chambre, se promenait dans les jardins quand il travaillait et se cloîtrait dans sa suite quand il rentrait le soir. Henri, de son côté, respectait cette distance imposée, mais Élodie sentait sa présence comme un fantôme dans la maison. Parfois, elle trouvait des fleurs fraîches sur sa terrasse au petit matin, des mimosas de la région qui lui rappelaient sa Collioure natale. D'autres fois, c'était un livre laissé discrètement sur la table du salon, toujours choisi avec une justesse troublante. Des recueils de poésie méditerranéenne, des romans sur la force des femmes, des ouvrages sur l'art de la peinture qu'elle avait mentionné aimer devant Margot. Ses attentions silencieuses la troublaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle révélait une connaissance de ses goûts, une attention à sa personnalité qui contrastait avec l'image du manipulateur qu'elle s'efforçait de maintenir. Un matin, elle reçut un appel de Lucas qui acheva de bouleverser son équilibre précaire. « Élodie, il faut que je te dise quelque chose. » La voix de son frère était grave, inquiète. « J'ai fait des recherches sur ton mari. »« Lucas? Non, écoute-moi. Henri Belle-Rose, c'est le PDG de Maison Belle-Rose, l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques d'Europe. Il a 32 ans, il vaut des millions d'euros, et... » Il marqua une pause. « Il est considéré comme l'un des célibataires les plus en vue de France. » Élodie sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que les journaux People parlent régulièrement de lui. Enfin, parlaient, parce que depuis 3 ans, il a complètement disparu de la vie mondaine. Plus d'apparitions publiques, plus de relations connues. » Lucas hésita. « Élodie, pourquoi un homme comme ça aurait-il besoin d'un mariage arrangé? Il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut. » La question que Lucas posait était exactement celle qui taraudait Élodie depuis sa découverte. Pourquoi Henri avait-il choisi cette voie compliquée et douloureuse pour trouver l'amour? « Je ne sais pas, Lucas. Tout ça est très compliqué. » Tu sais quoi, grande sœur ?» Sa voix se fit plus douce. « Maman et moi, on s'inquiète pour toi. Tu n'as pas l'air heureuse. Si ce mariage ne te convient pas, peu importe l'argent, on trouvera un autre moyen. » Cette proposition, si généreuse et désintéressée de la part de sa famille, fit monter les larmes aux yeux d'Élodie. Mais elle savait que ce n'était pas si simple. Sa mère avait encore besoin de soins coûteux, Lucas méritait de finir ses études dans de bonnes conditions. Et surtout, une partie d'elle commençait à être curieuse de connaître le vrai Henri Belle-Rose.
Ce soir-là, incapable de supporter plus longtemps cette situation, elle décida de descendre au salon principal. Il était temps d'avoir une vraie conversation avec son époux. Elle le trouva assis dans un fauteuil près de la cheminée, un verre de whisky à la main, contemplant les flammes d'un air songeur. Il portait un pull en cachemire noir, qui soulignait la largeur de ses épaules, et ses cheveux châtains reflétaient la lumière dorée du feu. Pour la première fois, Élodie put vraiment l'observer sans masque, sans artifice, et elle dut admettre qu'il était d'une beauté saisissante. Il leva les yeux à son arrivée, surprise et espoir se mêlant dans son regard. « Élodie !» Il se leva immédiatement, presque renversant son verre. « Je ne vous attendais pas. Il faut qu'on parle, » dit-elle en s'installant dans le fauteuil en face du sien, maintenant une distance de sécurité. Bien sûr, il se rassit, visiblement nerveux. « Je vous écoute. D'abord, j'aimerais que vous me disiez qui vous êtes vraiment. Pas ce que vous voulez que je croie, pas ce qui vous arrange. La vérité. » Henri posa son verre sur la table basse et croisa ses mains. « Mon nom est Henri Alexandre Belrose. J'ai 32 ans. Je suis PDG de Maison Belrose depuis la mort de mes parents, il y a 7 ans. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je peins pendant mes loisirs. J'adore la littérature du 19e siècle et je déteste les mondanités et les faux-semblants. Et j'ai fait l'erreur monumentale de tomber amoureux d'une femme qui ne m'aimait que pour mon argent. » Sa voix se durcit légèrement. « Camille de Montclair, nous devions nous marier. J'étais fou d'elle, prêt à tout pour la rendre heureuse. Jusqu'à ce que je la surprenne dans notre lit avec mon meilleur ami, mon témoin de mariage. » Élodie sentit malgré elle une pointe de compassion percer sa colère. « Je suis désolé. Le pire, c'est qu'il se moquait de moi. Elle disait à son amant que j'étais un gamin naïf facile à manipuler, qu'une fois mariée, elle ferait ce qu'elle voudrait de ma fortune. » Henri ferma brièvement les yeux. « J'ai compris ce jour-là que je ne pourrais plus jamais faire confiance à une femme qui connaîtrait ma situation avant de me connaître moi. Alors vous avez décidé de mentir à toutes les femmes que vous rencontreriez ? » « Non. » Il la regarda intensément. « J'ai décidé de ne plus jamais tomber amoureux, jusqu'à ce que Dumas me parle de vous. »« De moi ? Mais vous ne me connaissiez pas ? Je connaissais votre histoire, votre sacrifice pour votre famille. Et quand j'ai lu la lettre de votre père, » il se pencha vers elle, « Élodie, votre père écrivait que vous étiez capable d'aimer sans calcul, de vous donner sans compter. C'était exactement ce que je cherchais. Mais en me mentant sur votre identité, vous avez rendu impossible tout sentiment sincère entre nous, » s'exclama-t-elle. « Comment voulez-vous que je vous fasse confiance maintenant ?» Henri se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. « Vous avez raison. J'ai tout gâché avant même que ça puisse commencer. » Il appuya son front contre la vitre froide. « Mais j'avais si peur. Peur que vous ne voyiez en moi qu'un jeune homme riche et séduisant. Peur que votre acceptation soit motivée par autre chose que la nécessité d'aider votre famille. » Henri, pour la première fois, elle prononça son prénom avec douceur. « Vous ne comprenez pas. En me mentant, vous m'avez privé du choix. Vous avez décidé à ma place de ce qui était bon pour moi, de ce que je pouvais ressentir. » Il se retourna, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Que puis-je faire pour réparer ?» Élodie le regarda longuement. Cet homme complexe et blessé qui avait bouleversé sa vie. « Je ne sais pas si on peut réparer, Henri, mais peut-être qu'on peut recommencer. Recommencer, apprendre à se connaître, vraiment, sans masque, sans mensonge. » Elle se leva à son tour. « Si vous en êtes capable. » Pour la première fois depuis des jours, un sourire éclaira le visage d'Henri. « J'aimerais beaucoup essayer, Élodie, si vous voulez bien me donner cette chance. » Dans la lueur dorée de la cheminée, ils se faisaient face. Deux âmes blessées, prêtes à tenter de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de leurs mensonges passés. Les semaines qui suivirent marquèrent le début d'une étrange renaissance pour Élodie et Henri. Ils apprenaient à se découvrir véritablement, débarrassés des masques et des non-dits qui avaient empoisonné leurs premiers pas. Chaque matin, Henri frappait à la porte de la suite d'Élodie pour l'inviter à prendre le petit déjeuner en sa compagnie. Au début, leur conversation restait polie et superficielle, comme s'ils marchaient sur des œufs. Mais progressivement, la glace commença à fondre. « Vous peignez vraiment magnifiquement.
dit Élodie un matin en regardant par la fenêtre l'atelier de verre où Henri travaillait désormais en plein jour. « Margot m'a dit que vous refusiez de montrer vos œuvres. » Henri rougit légèrement. « C'est personnel. Je peins pour évacuer mes émotions, pas pour créer quelque chose de beau. L'art n'a pas toujours besoin d'être beau pour être touchant. » Elle le regarda avec curiosité. « Accepteriez-vous de me montrer ?» Il hésita longuement, puis finit par hocher la tête. « Si vous le souhaitez vraiment. » Cet après-midi-là, il la conduisit dans son atelier. Élodie découvrit un univers qu'elle n'avait pas soupçonné. Des toiles aux couleurs intenses, où se mêlaient rage, solitude et mélancolie. Mais au milieu de cette galerie de souffrances, une série de peintures récentes retint son attention. Ces dernières, elle s'approcha d'une toile représentant une femme aux cheveux châtains contemplant la mer. « C'est moi ? » Henri détourna le regard, embarrassé. « J'ai commencé à les peindre après votre arrivée. Je vous observais depuis ma fenêtre quand vous vous promeniez dans les jardins. Vous aviez l'air si mélancolique. » Élodie examina les autres toiles. Elle dans la bibliothèque, elle sur sa terrasse au coucher du soleil, elle lisant près de la fontaine. Dans chaque portrait, Henri avait capturé quelque chose qu'elle-même ne soupçonnait pas, une grâce naturelle, une beauté discrète qu'elle n'avait jamais vue en elle. « C'est comme ça que vous me voyez, » murmura-t-elle. « C'est comme ça que vous êtes, » répondit-il doucement. Belle, forte et infiniment courageuse. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois depuis leur mariage, Élodie sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'osa pas encore nommer. Les jours passaient, et leur conversation devenait plus profonde, plus personnelle. Henri lui parlait de son enfance solitaire dans les pensionnats suisses, de ses parents qu'il adorait mais voyait si peu, de son fardeau d'hériter si jeune d'un empire industriel. Élodie évoquait sa vie à Collioure, l'amour fusionnel qui unissait sa famille, ses rêves d'enfant de devenir institutrice ou bibliothécaire. « J'aurais aimé avoir une famille comme la vôtre », avoua Henri un soir où ils dînaient ensemble sur la terrasse. « Unie, aimante, authentique. Et moi, j'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde au-delà de Collioure. » Élodie sourit tristement. « Ironique, non ? Vous aviez tout ce dont je rêvais, et moi j'avais tout ce que vous désiriez. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons créer quelque chose de nouveau, » suggéra Henri. « Quelque chose qui nous ressemble. » Un matin, Henri surprit Élodie en lui proposant une sortie. « J'aimerais vous emmener quelque part, si vous êtes d'accord. »« Où ? C'est une surprise. » Mais, il hésita. « Il faudra que je sorte de ma réclusion, que je redevienne Henri Belle-Rose publiquement. Êtes-vous prête à affronter ce monde avec moi ?» Élodie réfléchit. Elle avait appris à connaître l'homme sensible et complexe qu'était Henri, mais elle n'avait pas encore affronté sa réalité publique, sa fortune, son statut, l'attention médiatique. « Oui, » dit-elle finalement, « je suis prête. » Ils prirent la route vers Lyon dans la voiture d'Henri, une élégante berline allemande qui contrastait avec la simplicité qu'elle avait connue jusqu'alors. Henri portait un costume sombre parfaitement coupé qui soulignait sa prestance naturelle, et Élodie avait revêtu une robe bleu marine que Margot avait fait livrer spécialement pour l'occasion. « Où allons-nous exactement ?» demanda-t-elle tandis qu'ils entrèrent dans le centre de Lyon. « Au siège de Maison Belle-Rose. Je veux vous présenter mon univers professionnel. » Et il la regarda avec gravité. « Je veux officialiser notre mariage auprès de mes équipes. » Le building ultramoderne de Maison Belle-Rose se dressait avenue Foch, imposant et élégant. Dans le hall d'accueil tout en marbre et acier, des employés reconnurent Henri et le saluèrent avec un respect mêlé de surprise. Visiblement, sa réapparition après des mois d'absence faisait sensation. « Monsieur Belle-Rose !» Une femme d'âge mûr, visiblement la secrétaire de direction, se précipita vers eux. « Quelle surprise! Nous ne vous attendions pas. Bonjour, Madame Laurent. » Henri sourit chaleureusement. « J'aimerais vous présenter mon épouse, Élodie Belle-Rose. » Le mot « épouse » résonna dans le hall comme une bombe. Élodie vit les regards se tourner vers elle, curieux, scrutateurs, parfois franchement hostiles. Elle sentit Henri se raidir à côté d'elle. « Votre épouse ?» Madame Laurent ne cachait pas sa stupéfaction. « Mais nous n'étions pas au courant. »
Oh, le mariage a eu lieu dans l'intimité, expliqua Henri, posant protectivement sa main dans le dos d'Élodie. J'aimerais réunir le conseil d'administration cet après-midi pour présenter officiellement Madame Belle-Rose. Tandis qu'il montait vers les bureaux de direction, Élodie sentait les murmures dans leur sillage. Elle comprenait soudain l'ampleur du monde dans lequel elle venait de pénétrer. Ce n'était plus seulement l'homme qu'elle épousait, c'était tout un univers de pouvoir, de richesse et de responsabilité. « Vous regrettez » murmura Henri en la voyant pâlir. « Non » répondit-elle avec plus de fermeté qu'elle n'en ressentait. « Mais je commence à comprendre pourquoi vous aviez peur de ne pas être aimé pour vous-même. » Il serra sa main dans la sienne. « Avec vous, j'ai envie d'affronter ce monde différemment, plus authentiquement. » Dans l'ascenseur qui les menait au dernier étage, Élodie réalisa qu'elle était en train de franchir un cap décisif. Elle n'était plus seulement la jeune femme de Collioure qui avait accepté un mariage de convenance. Elle devenait progressivement Madame Henri Belle-Rose, avec tout ce que cela impliquait, et pour la première fois, cette perspective ne l'effrayait plus complètement. Le conseil d'administration de Maison Belle-Rose se réunit dans une salle de conférence aux baies vitrées donnant sur tout Lyon. 12 hommes et femmes en costumes impeccables étaient assis autour d'une table ovale en acajou, leur curiosité et leur scepticisme palpables dans l'air. Henri prit place en bout de table, Élodie à sa droite. Elle portait la robe bleu marine avec une élégance naturelle. Mais Henri sentait sa nervosité dans la rigidité de sa posture. « Mesdames et messieurs, » commença Henri d'une voix ferme, « j'ai l'honneur de vous présenter mon épouse, Élodie Belle-Rose. Notre mariage a eu lieu récemment, et j'ai souhaité que vous fassiez sa connaissance. » Un silence pesant accueillit cette déclaration. Puis M. Rousseau, le directeur financier, se racla la gorge. « Henri, pardonnez-moi cette question, mais ce mariage soudain ne risque-t-il pas d'affecter la stabilité de l'entreprise? Nos actionnaires vont s'interroger. « Sur quoi exactement ?» La voix d'Henri se durcit. « Sur ma capacité à diriger cette entreprise. Elle n'a jamais été remise en question. »« Non, bien sûr, » intervint Madame Dubois, directrice marketing. « Mais vous comprendrez notre surprise. Vous étiez, disons, très discret sur votre vie privée. Et maintenant, son regard se posa sur Élodie avec une condescendance à peine voilée. « Madame vient d'où exactement ?» Élodie sentit ses joues s'empourprer, mais Henri posa une main rassurante sur la sienne. « Madame Belle-Rose vient de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. » Sa voix avait pris un ton glacial. « Je ne vois pas en quoi ses origines concernent le conseil d'administration. »« Oh, bien sûr, » sourit faussement Madame Dubois. « C'est juste que... Enfin, Maison Belle-Rose a toujours évolué dans certains cercles. Il faut penser à l'image de la marque. » « L'image de la marque ?» Élodie prit la parole pour la première fois, sa voix claire et déterminée. « Monsieur Henri m'a expliqué que Maison Belle-Rose prônait l'authenticité et la beauté naturelle. J'aurais pensé que ces valeurs étaient plus importantes que les cercles mondains. » Un murmure parcourut l'assemblée. Madame Dubois parut décontenance par cette répartie directe. « Effectivement, » continua Élodie, encouragée par le sourire fier d'Henri. « Si j'ai bien compris, votre dernière campagne publicitaire mettait en avant des femmes vraies, issues de tous horizons. N'est-ce pas contradictoire de critiquer les origines modestes dans la vraie vie ?» Monsieur Leroy, le directeur commercial, ne put retenir un sourire d'approbation. « Madame Belle-Rose a un point de vue intéressant. Notre clientèle s'identifie de plus en plus à des figures authentiques plutôt qu'aux élites traditionnelles. »« Exactement, » acquiesça Henri, visiblement admiratif de la façon dont Élodie avait retourné la situation. « Ma femme incarne parfaitement les valeurs que nous voulons promouvoir. » La réunion se poursuivit, mais le ton avait changé. Certains membres du conseil restaient sceptiques, mais d'autres semblaient intrigués par cette jeune femme qui ne se laissait pas intimider. À la sortie du building, Henri et Élodie marchaient côte à côte vers leur voiture quand une voix les interpella. « Henri ? Henri Belle-Rose ?» Ils se retournèrent pour découvrir une femme blonde, éblouissante, vêtue d'un tailleur Chanel et de bijoux ostentatoires. Élodie reconnut immédiatement ce type de beauté parfaite et artificielle qu'elle avait vu dans les magazines. Henri se figea. « Camille !»
Camille de Montclair, l'ex-fiancée qui l'avait trahi. Élodie sentit son estomac se nouer. « Mon Dieu, Henri !» Camille s'approcha avec un sourire éclatant. « Cela fait si longtemps! Tu as complètement disparu de la circulation. » Son regard glissa vers Élodie avec une curiosité mal dissimulée. « Et qui est cette charmante personne ?»« Mon épouse, » répondit Henri d'une voix neutre. « Élodie, je te présente Camille de Montclair. Camille, voici Élodie Belle-Rose. Ton épouse ?» Le sourire de Camille vacilla une seconde avant de reprendre de plus belle. « Comme c'est inattendu. Et où vous êtes-vous rencontrés ? C'est une longue histoire. » éluda Henri en prenant le bras d'Élodie. « Nous devons y aller. Attends. » Camille posa une main manucurée sur le bras d'Henri. « Nous devrions dîner ensemble bientôt. J'aimerais rattraper le temps perdu et faire connaissance avec ta femme. » Élodie observait la scène avec fascination et une pointe de jalousie qu'elle ne voulait pas s'avouer. Camille était tout ce qu'elle n'était pas, sophistiquée, mondaine, parfaitement à l'aise dans ce monde de luxe. Et la façon dont elle regardait Henri, « C'est gentil, mais nous sommes très occupés, » répondit Henri fermement. « Oh, allez !» Camille rit d'un rire cristallin et calculé. « Je suis sûr qu'Élodie aimerait découvrir Lyon. Je pourrais lui faire visiter les meilleures boutiques, la présenter aux bonnes personnes. Je ne pense pas que... » commença Henri. « Avec plaisir !» l'interrompit Élodie, surprise par sa propre audace. « Ce serait très aimable de votre part. » Henri la regarda avec étonnement et inquiétude. « Parfait !» s'exclama Camille, visiblement ravie. « Que diriez-vous de vendredi? Déjeuner au restaurant du musée des Beaux-Arts, puis shopping sur la presqu'île. » « Élodie, » murmura Henri. « J'accepte, » dit fermement Élodie. « À vendredi, Camille. » Dans la voiture, un silence tendu s'installa. Henri démarrait quand Élodie brisa le silence. « Pourquoi ne vouliez-vous pas que j'accepte? Parce que Camille est dangereuse. » Henri regardait droit devant lui. « Elle ne fait jamais rien par gentillesse. Elle a forcément une arrière-pensée. Peut-être, mais moi aussi. » Élodie se tourna vers lui. « Henri, je ne peux pas passer ma vie à fuir votre passé. Si je dois vraiment faire partie de votre monde, autant que j'apprenne à le connaître, y compris ses aspects les moins reluisants. » Henri soupira. « J'ai peur qu'elle ne vous fasse du mal. Camille sait être très persuasive. Vous me sous-estimez, » sourit Élodie. « Je ne suis peut-être qu'une fille de pêcheur de collioure, mais j'ai appris à reconnaître les requins, même quand ils portent du Chanel. » Malgré son inquiétude, Henri ne put s'empêcher de sourire. Sa femme avait des ressources qu'il découvrait chaque jour, et peut-être avait-elle raison. Il était temps d'affronter le passé pour construire l'avenir. Mais en repensant au sourire calculateur de Camille, il ne pouvait s'empêcher de redouter ce qui allait suivre. Le vendredi arriva plus vite qu'Élodie ne l'avait espéré. Devant son miroir, elle contemplait sa réflexion avec une anxiété grandissante. Margot l'avait aidée à choisir une tenue appropriée, un ensemble sobre mais élégant dans les tons beiges, complété par un sac en cuir que Henri avait discrètement fait livrer. « Vous êtes certaine de vouloir y aller ?» demanda Henri depuis le seuil de la chambre. Il n'avait pas réussi à cacher son inquiétude depuis l'acceptation d'Élodie. « Oui. » Elle se tourna vers lui, ajustant ses boucles d'oreilles. « Henri, j'ai besoin de comprendre d'où vous venez, qui vous étiez avant moi. Camille fait partie de cette histoire. Elle va essayer de vous déstabiliser. C'est son talent. Alors c'est l'occasion de voir si je suis assez forte pour être votre épouse. » Élodie s'approcha de lui et posa sa main sur sa joue. « Faites-moi confiance. » Le restaurant du musée des Beaux-Arts était exactement ce qu'Élodie avait imaginé. Raffiné, discret, fréquenté par une clientèle en vue. Camille l'attendait à une table près des baies vitrées, resplendissante dans une robe blanche qui soulignait son bronzage parfait. « Élodie, comme c'est merveilleux de vous revoir. » Camille se leva pour l'embrasser avec une chaleur théâtrale. « Vous êtes ravissante. Cette couleur vous va à merveille. Merci. » Élodie prit place en face d'elle, observant discrètement les autres convives qui ne cachaient pas leur curiosité. « J'ai pris la liberté de commander du champagne. » Camille remplit leur flûte. « Il faut célébrer. Henri marié, qui l'eût cru? » « Vous le connaissiez bien ?» demanda Élodie en prenant une gorgée. « Oh, très bien. » Le rire de Camille tinta comme du cristal.
Nous avons été fiancés pendant près de 2 ans. Nous formions le couple parfait d'après la presse. Lui, le jeune PDG brillant, moi, l'héritière de la famille de Montclair. Elle soupira avec nostalgie. C'était une époque merveilleuse. Que s'est-il passé? Élodie garda un ton neutre malgré la pointe de jalousie qui lui serrait le cœur. Oh, vous savez ce que c'est? Camille agita sa main avec désinvolture. Henri était tellement pris par son travail, toujours absent, toujours stressé. Il n'avait plus de temps pour moi, pour nous. Elle regarda Élodie avec une fausse compassion. J'espère que vous ne rencontrerez pas le même problème. Henri me semble très attentionné. Pour l'instant, peut-être. Camille sourit, mais ses yeux restaient froids. Attendez de voir quand les vraies responsabilités reprendront le dessus. Maison Belle-Rose, c'est un empire, ma chère. Les épouses passent souvent au second plan. Le serveur apporta leur salade. Camille continua son monologue, parsemant la conversation d'anecdotes sur leur vie passée, décrivant avec force détail les réceptions mondaines, les voyages en jet privé, les nuits à Monaco et à Saint-Tropez. Henri vous a-t-il parlé de son appartement parisien? Demanda-t-elle, en piquant délicatement sa salade. Vue sur la tour Eiffel, terrasse magnifique. Nous y avons passé tant de week-ends romantiques. Non, il ne m'en a pas parlé. Élodie sentait chaque mot comme une petite lame. Oh, Camille parut surprise. Étrange, c'est son refuge préféré quand il veut s'isoler. Elle marqua une pause calculée. Peut-être qu'il veut vous épargner certains souvenirs. C'est là que nous avions prévu de vivre après notre mariage. L'après-midi shopping qui suivit fut un supplice raffiné. Camille entraîna Élodie dans les boutiques les plus exclusives de Lyon, commentant chaque article avec une expertise qui soulignait implicitement l'ignorance d'Élodie dans ce domaine. « Cette robe vous irait à merveille », dit-elle en tenant une création hors de prix. « Bien sûr, il faut avoir l'habitude de porter ce genre de pièces. Ça ne s'improvise pas. Je commence seulement à découvrir ce monde », admit Élodie. « Ah, ma pauvre, ça doit être si difficile. » Camille posa une main compatissante sur son bras. « Passer de votre ancien environnement à la haute société lyonnaise. Il y a tant de codes, tant de conventions à apprendre. Henri m'aide beaucoup. » « Henri ?» Camille éclata d'un rire léger. « Mon cher, Henri ne connaît rien aux subtilités sociales. Il a grandi dans les pensionnats, vous savez. C'est moi qui lui ai tout appris. Comment recevoir, comment se comporter en société, comment choisir ses relations. » Elle regarda Élodie avec une pitié feinte. « Vous allez avoir besoin d'aide, ma chère. Ce milieu peut être si cruel avec les nouveaux venus. » Dans une bijouterie, Camille s'arrêta devant un collier de diamants. « Exactement comme celui qu'Henri m'avait offert pour nos fiançailles, » murmura-t-elle avec mélancolie. « Il avait dit que les diamants étaient les seules choses assez pures pour moi. » Elle se tourna vers Élodie. « Il vous offre des bijoux? »« Quelques pièces, » mentit Élodie, qui ne possédait que ses modestes boucles d'oreilles familiales. « Ah !» Le sourire de Camille était lourd de sous-entendu. Il faut parfois du temps pour retrouver ses habitudes généreuses. En fin d'après-midi, installée dans un salon de thé chic, Camille porta l'estocade finale. « Élodie, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être directe, mais... » Elle prit un air soucieux. « Je m'inquiète pour vous. Ce mariage si soudain, si secret, les gens parlent, vous savez. Que disent-ils? Ils se demandent si Henri ne cherche pas à prouver quelque chose. Après notre séparation, il a été très affecté. Certains pensent qu'il a épousé la première venue, pour montrer qu'il avait tourné la page. » Camille posa sa main sur celle d'Élodie. « Je ne dis pas que c'est vrai, mais vous devez être consciente des rumeurs. » Élodie sentit quelque chose se briser en elle. Toutes ses insécurités, tous ses doutes remontèrent à la surface. « Vous pensez qu'il m'a épousée par dépit? Oh, ma chérie !» Camille serra sa main avec une compassion parfaitement jouée. « Je pense qu'Henri est perdu. Il a toujours eu besoin de quelqu'un pour le guider. Avant, c'était moi. Maintenant, » elle haussa les épaules. « J'espère sincèrement que vous saurez le rendre heureux. Mais n'oubliez jamais que les hommes comme Henri retournent toujours vers ce qui leur est familier, vers leur monde, leurs habitudes, leurs premières amours. » Le trajet de retour vers le château se déroula dans un silence pesant.
Élodie regardait défiler le paysage, l'esprit empoisonné par les paroles de Camille. Chaque mot avait été soigneusement choisi pour instiller le doute et elle devait admettre que la stratégie avait fonctionné. En arrivant au château, elle trouva Henri qui l'attendait anxieusement dans le salon. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en se levant. Très instructif, sa voix était froide, distante. « Élodie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle le regarda longuement, cet homme séduisant qui l'avait épousée dans des circonstances si particulières. Pour la première fois depuis des semaines, elle se demanda si Camille n'avait pas raison, si elle n'était pas qu'une parenthèse dans la vie d'Henri, un moyen de panser ses blessures avant de retourner vers son vrai monde. « Rien, mentit-elle, je suis juste fatiguée. Bonne nuit, Henri. » Et elle monta dans sa chambre, laissant Henri seul avec ses inquiétudes, sans savoir que Camille venait de planter les graines d'un doute qui menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Les jours qui suivirent la rencontre avec Camille furent un cauchemar silencieux pour Henri. Élodie s'était refermée sur elle-même, retrouvant cette distance polie mais glaciale des premiers temps. Elle répondait par monosyllabes à ses questions, évitait ses regards, et avait recommencé à prendre ses repas dans sa chambre. Henri, comprenant que Camille avait réussi son œuvre de destruction, tentait désespérément de renouer le dialogue, mais Élodie restait murée dans un silence qui le rongeait. Un matin, n'y tenant plus, il frappa à la porte de sa suite. « Élodie, s'il vous plaît, il faut qu'on parle. »« Je n'ai rien à vous dire, » répondit-elle de l'autre côté de la porte. « Moi, si. » Il appuya son front contre le bois. « Quoi que Camille vous ait dit, je veux que vous entendiez ma version. » Le silence se prolongea, puis la porte s'ouvrit. Élodie apparut, pâle et les traits tirés. Elle portait une simple robe noire qui accentuait sa maigreur récente. « Très bien, parlez. » Henri pénétra dans la chambre, remarquant que ses affaires étaient soigneusement rangées dans une valise ouverte sur le lit. « Vous partez ?» Son cœur se serra. « Je rentre chez moi, à Collioure. » Sa voix était neutre, mais Henri y décela une douleur profonde. Ce mariage était une erreur, pour nous deux. « Non !» Il s'avança vers elle. « Élodie, qu'est-ce que Camille vous a dit exactement ?»« La vérité. » Elle croisa les bras, se protégeant de lui. « Que j'étais un pansement sur votre orgueil blessé, que vous aviez épousé la première venue pour prouver que vous aviez tourné la page. Et vous l'avez cru ? Regardez-nous, Henri !» s'exclama-t-elle soudain, sa façade se fissurant. « Regardez ce que nous sommes. Vous, un PDG millionnaire, moi, une fille de pêcheur sans éducation. Vous croyez vraiment qu'on peut construire quelque chose de durable sur de telles différences? Les origines ne font pas tout. » « Oh si !» Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Hier, au restaurant, j'ai vu les regards des autres clients. Ils se demandaient ce qu'un homme comme vous faisait avec quelqu'un comme moi. Et Camille m'a ouvert les yeux. » Henri sentit la colère monter en lui. « Ah, Camille vous a menti, elle vous a manipulé. M'a-t-elle menti quand elle a dit que vous possédiez un appartement parisien dont vous ne m'avez jamais parlé? M'a-t-elle menti en évoquant votre vie passée, vos habitudes, vos goûts que j'ignore complètement ?» Élodie le défia du regard. « M'a-t-elle menti en disant que vous retourneriez vers ce qui vous est familier ?» Henri resta silencieux un moment, cherchant ses mots. « J'ai effectivement un appartement à Paris. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'il est rempli de souvenirs douloureux. Quant à ma vie passée... » « Vous voyez, » l'interrompit Élodie, « même maintenant vous me cachez des choses. Je ne vous cache rien. Je voulais juste vous protéger. »« Me protéger ?» Elle eut un rire amer. « Ou vous protégez, vous. Henri, soyez honnête. Au fond de votre cœur, ne pensez-vous pas parfois que vous méritez mieux qu'une épouse de circonstance ?» Cette question le toucha en plein cœur, parce qu'il y avait perçu un écho de ses propres doutes, pas sur elle, jamais sur elle, mais sur lui, sur sa capacité à la rendre heureuse, à lui offrir l'amour qu'elle méritait. « Élodie, » dit-il doucement, « si quelqu'un mérite mieux ici, c'est vous. » Elle le regarda, surprise par cette réponse inattendue. « Vous méritez un homme qui vous ait choisi par amour, pas par calcul, qui vous ait courtisé, séduite, conquise, pas quelqu'un qui vous a acheté. » Sa voix se brisa légèrement. « Vous méritez un homme qui n'ait pas peur d'être vulnérable, qui n'ait pas besoin de masques et de mensonges. Henri, mais je ne peux pas changer notre histoire.
Je ne peux pas effacer le fait que je vous ai menti, que je vous ai épousé sous de faux prétextes. » Il s'approcha d'elle, ses yeux bleus intenses de sincérité. « Tout ce que je peux vous dire, c'est que quelque part entre le mensonge du début et aujourd'hui, je suis tombé amoureux de vous, vraiment amoureux. » Élodie sentit son cœur faire un bond, mais elle lutta contre l'émotion qui l'envahissait. « Comment puis-je vous croire? Comment savoir si c'est de l'amour ou de la gratitude? Si ce n'est pas juste de la commodité ?» Henri recula, le visage grave. « Vous avez raison, mes paroles ne suffisent pas. » Il alla vers la fenêtre, contemplant les jardins qu'ils avaient arpentés ensemble. « Élodie, je vais prendre une décision qui vous prouvera peut-être mes sentiments. » « Laquelle ? » « Je vais démissionner de mon poste de PDG, temporairement. » Il se retourna vers elle. « Je vais confier l'entreprise à un conseil intérimaire et je vais venir avec vous à Collioure. »« Quoi ?» Elle le dévisagea incrédule. « Je vais apprendre à vous connaître dans votre monde. Je vais découvrir qui vous êtes vraiment, d'où vous venez. Et vous pourrez voir qui je suis quand je ne suis plus Henri Bellerose, PDG de Maison Bellerose. Juste Henri. Un homme qui vous aime. Vous ne pouvez pas faire ça. Votre entreprise, mon entreprise survivra quelques mois sans moi. L'amour peut-être pas. » Il s'approcha d'elle, n'osant pas la toucher. « Élodie, donnez-nous une chance, une vraie chance. Loin de Lyon, loin de Camille, loin de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. » Élodie le regarda longuement, cet homme qui était prêt à tout abandonner pour elle. Dans ses yeux, elle ne lisait plus la peur, plus le calcul, juste un amour profond et sincère qui la bouleversait. « Et si ça ne marche pas, murmura-t-elle, alors au moins nous saurons que nous aurons essayé. » Honnêtement, sans masque, il tendit la main vers elle. « Qu'est-ce que vous en dites? Voulez-vous rentrer chez vous? Avec moi ?» Élodie contempla cette main tendue, symbole d'un nouveau départ possible. Toutes les paroles venimeuses de Camille résonnaient encore dans sa tête, mais face à la sincérité d'Henri, face à ce sacrifice qu'il était prêt à faire, elle sentit quelque chose de nouveau naître en elle. Pas encore de l'amour, peut-être, mais l'espoir que l'amour soit possible. Lentement, elle posa sa main dans la sienne. « D'accord, » dit-elle doucement. « Rentrons chez moi, ensemble. » Pour la première fois depuis des jours, Henri sourit, un sourire libre, authentique, sans l'ombre d'un masque. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de me donner cette chance. » Dehors, le soleil perçait enfin les nuages qui couvraient le château depuis des jours, comme un présage d'espoir pour ce nouveau chapitre de leur histoire. 6 mois plus tard, Collioure. Le petit port de pêche baignait dans la lumière dorée du couchant méditerranéen. Sur la terrasse de la modeste maison que Marguerite Moreau avait pu racheter grâce aux soins qui l'avaient guérie, Élodie regardait Henri réparer un filet de pêche sous les conseils patients de Lucas. « Non, non, » riait son frère. « Il faut serrer le nœud comme ça. Vous n'y arriverez jamais comme ça. » Henri, les cheveux ébouriffés par le vent marin, les mains tachées par le goudron des cordages, souriait en s'appliquant à reproduire les gestes que Lucas lui montrait. Il portait un simple pull de laine et un pantalon usé, et plus rien en lui ne rappelait le PDG en costume-cravate qu'il avait été. « Tu vois ?» dit Marguerite en s'asseyant près de sa fille. « Il apprend vite. Dans quelques semaines, il sera capable de sortir en mer avec ton père. Enfin, avec Lucas. » Élodie sourit. Sa mère avait retrouvé ses couleurs et sa vitalité grâce au traitement. Elle travaillait maintenant à mi-temps dans la petite boutique d'artisanat local qu'Henri et Élodie avaient ouverte ensemble. « Maman, vous pensez que j'ai eu raison d'accepter de revenir ici avec lui ? Ma chérie, regarde-le. » Doug, Marguerite désigna Henri qui tentait maladroitement de lancer un filet sous les encouragements moqueurs de Lucas. « Cet homme a tout quitté pour toi. Sa fortune, sa position, son monde. Il s'est installé dans notre petite maison, il dort sur le canapé du salon depuis 6 mois sans se plaindre, il apprend le métier de pêcheur alors qu'il dirigeait une multinationale. » Elle prit la main de sa fille. « S'il avait voulu te manipuler, crois-tu qu'il aurait fait tous ces sacrifices ?» Élodie observa Henri qui venait de s'emmêler dans son propre filet sous les éclats de rire de Lucas. Effectivement, les 6 derniers mois avaient révélé un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé. Patient, humble, prêt à tout apprendre.
Ils s'étaient intégrés naturellement dans la communauté de pêcheurs, aidant les uns et les autres, partageant les corvées, acceptant les plaisanteries sur son inexpérience avec bonne humeur. « Et toi ?» demanda doucement Marguerite. « Que ressens-tu pour lui maintenant ?» Élodie rougit légèrement. « Je crois que je l'aime, maman, vraiment. Pas par reconnaissance ou par habitude. Je l'aime pour ce qu'il est. Alors qu'attends-tu pour le lui dire ?» Ce soir-là, après le dîner, Élodie et Henri se promenèrent sur la plage, comme ils en avaient repris l'habitude. La lune pleine se reflétait sur les eaux calmes de la Méditerranée, et le parfum des mimosas flottait dans l'air tiède. « Henri, » commença Élodie, en s'arrêtant près des rochers où elle aimait s'asseoir enfant, « il faut que je te dise quelque chose. » Depuis leur retour à Collioure, ils étaient progressivement passés au tutoiement, mais dans les moments importants, Élodie retrouvait parfois ses réflexes de politesse. « Je t'écoute. » Henri s'assit à côté d'elle sur le rocher encore tiède de soleil. « Je me suis trompé. Surtout. » Elle prit une profonde inspiration. « Quand Camille m'a dit que tu retournerais vers ton monde, vers ce qui t'était familier, elle avait tort. » Élodie. « Non, laisse-moi finir. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants à la lueur de la lune. « Ton monde, maintenant, c'est ici. Avec nous, avec moi. Tu l'as prouvé chaque jour depuis 6 mois, en apprenant à pêcher avec Lucas, en aidant maman au jardin, en écoutant les histoires de Monsieur Rossi au café. C'est parce que j'ai trouvé ici ce que j'ai cherché toute ma vie, murmura Henri. Une vraie famille, de vrais amis, et la femme que j'aime. Il caressa doucement sa joue. Élodie, ces 6 mois ont été les plus beaux de ma vie, pas malgré la simplicité, mais grâce à elle, grâce à toi. Élodie sentit son cœur s'emballer. « Henri, Attends !» Il se leva et se mit à genoux devant elle sur le sable. Élodie Moreau, désormais belle rose. Il sortit de sa poche un simple anneau d'or, bien différent de l'alliance clinquante qu'il lui avait passée lors de leur mariage arrangé. « Voulez-vous m'épouser? Pour de vrai cette fois? Par amour ?» Élodie le regarda, cet homme qui l'avait d'abord trompée, puis conquise par sa sincérité. Sur la plage de son enfance, sous les étoiles qu'elle connaissait par cœur, elle trouvait enfin sa réponse. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui, Henri, je veux t'épouser, et je t'aime. » Il glissa l'anneau à son doigt. Un bijou simple, gravé de leurs initiales entrelacées, qu'il avait fait faire par l'artisan local. Puis il se releva et la prit dans ses bras, leurs lèvres se joignant enfin dans un baiser qu'ils avaient attendu si longtemps. 1 an plus tard, Collioure accueillait le mariage le plus insolite de son histoire. Henri Bellerose, ancien PDG milliardaire, épousait à nouveau Élodie Moreau devant toute la communauté de pêcheurs. Lui en costume de lin blanc, elle en robe simple mais éblouissante de bonheur. Leur projet de cosmétiques naturels, créé à partir des plantes méditerranéennes, commençait à connaître un succès qui dépassait leurs espérances. Ils avaient ouvert un petit laboratoire dans l'ancienne conserverie de poissons, employant une dizaine de personnes du village. « Tu ne regrettes jamais ?» demanda Élodie en dansant avec Henri sur la petite place du village où se déroulait la réception. « Regretter quoi? D'avoir trouvé l'amour? D'avoir découvert qui j'étais vraiment ?» Il la fit tourner et sa robe voltigea dans l'air parfumé. « Élodie, j'ai passé 32 ans à porter des masques. Grâce à toi, j'ai enfin appris à montrer mon vrai visage. Et quel beau visage c'est !» murmura-t-elle en se blottissant contre lui. Autour d'eux, les invités applaudissaient. Lucas, maintenant étudiant en médecine marine, souriait fièrement à sa sœur. Marguerite, radieuse, dansait avec Monsieur Rossi. Même Margot était venue de Lyon pour l'occasion, émue aux larmes de voir son ancien patron si épanoui. Dans un coin de la place, observant la scène avec amertume, Camille de Montclair sirota son champagne. Elle était venue par curiosité, espérant sans doute voir Henri malheureux. Mais, face à tant de bonheur authentique, elle comprit qu'elle avait définitivement perdu. L'homme qu'elle avait autrefois possédé n'existait plus. À sa place, un Henri libéré, amoureux et heureux rayonnait au bras d'une femme qui l'aimait pour ce qu'il était vraiment. « Tu sais quoi ?» dit Henri à l'oreille d'Élodie alors que la musique s'arrêtait. « Quoi ? Dumas avait raison. Il m'a dit un jour que l'amour trouve toujours son chemin, même dans les circonstances les plus inattendues. »
Même quand on commence par mentir, taquina Élodie. Même quand on commence par mentir, acquiesça Henri en l'embrassant. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Et notre vérité, c'est que nous nous aimons. Dans le ciel de Collioure, les premières étoiles s'allumaient, témoins silencieux de cette histoire d'amour née d'un mensonge et épanouie dans la sincérité. Henri et Élodie dansaient maintenant sur la plage, pieds nus dans le sable, libérés enfin de tous les masques qui avaient failli les séparer. L'amour avait trouvé son chemin, comme il le fait toujours, quand deux cœurs sincères acceptent de se montrer sans artifice, vulnérables et vrais.